Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si on doit absolument tout savoir avant de démarrer un élevage. Je me pose cette question parce que, en particulier dans le milieu du chat, mais ça commence à déraper dans le milieu du chien aussi, on entend beaucoup d'éleveurs qui sont là, installés depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, bon, peut-être un peu plus, et qui réclament automatiquement à leurs futurs adoptants qui veulent démarrer un élevage des preuves de bonne foi, hein, d'une certaine façon, comme un SIRET, un ACACED, une inscription à un club de race, une inscription à n'importe quoi d'autre, comme si c'était ça qui faisait que le futur adoptant allait être un bon éleveur ou pas. Ça rejoint tout à fait la discussion qui revient très souvent sur les groupes d'élevage, entre les groupes Facebook hein, d'élevage, entre les éleveurs pros, les éleveurs dérogataires, entre ceux qui disent bah oui mais de toute façon il y a que les éleveurs pros donc ceux qui ont un SIRET qui sont valables, d'autres qui disent que bah il y a que les éleveurs dérogataires qui font du bon travail. C'est quoi ça? Non, un bon éleveur est d'abord celui qui est consciencieux, celui qui a une passion, celui qui a décidé de dédier son temps, son argent éventuellement, sa vie, ses loisirs, enfin tout ce qui va bien, peut-être même sa vie professionnelle, à l'élevage. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, tout savoir avant de démarrer, ben non, parce que de toute façon, on s'appelle pas Google, déjà pour commencer, et puis Paris ou Rome ne sont pas faits en un jour, donc il n'y a pas de raison pour qu'on arrive devant un éleveur en voulant acheter ou pas d'ailleurs un reproducteur, même faire une saillie ou peu importe, et qui nous demande tout un tas de docs, tout un tas de preuves, de diplômes, de tout ce qu'on veut pour prouver qu'on est soi-disant un bon éleveur. Moi, j'ai élevé pendant 30 ans, donc j'ai commencé en 90, hein, exactement. J'ai eu ma première portée le 3 février 1990. Et en fait, quand je vois aujourd'hui ce que sont devenus des éleveurs de mon époque, à moi, et quand je vois la mentalité des éleveurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont commencé, on va dire, il y a moins de, bon, allez, on va dire, il y a moins de 15 ans, ben on voit bien que l'état d'esprit n'est pas du tout le même. Par contre, c'est pas sûr que la qualité soit meilleure pour autant. Ça veut dire qu'on disait souvent à l'époque que quand un éleveur qui avait commencé, admettons, il y a 20 ans, faisait de la médiocrité en matière d'élevage, s'il n'était pas capable de se former, s'il n'était pas capable d'apprendre, 20 ans plus tard, il continuait à faire la même daube, quoi. Donc les éleveurs qui voient arriver des demandes d'autres personnes qui veulent élever et qui n'ont jamais élevé de leur vie, arrêtez de penser que parce qu'ils n'ont jamais élevé, ils ne savent rien. Hein. Donc arrêtez de leur claquer la porte au nez en exigeant des choses qui n'ont aucune valeur intrinsèque prouvant quoi que ce soit sur la capacité à le faire un bon élevage dans le futur et pensez plutôt à d'une interroger la personne sur ses vraies motivations et de deux à faire votre travail d'éleveur qui est celui d'accompagner. Hein, voilà. Ceux qui veulent faire la même chose que vous. Donc, effectivement, on a tous commencé un jour, puisque de toute façon, je ne connais pas quelqu'un qui s'est réveillé un beau matin en se disant ah bah tiens je vais faire un élevage de chiens, de chats, d'oiseaux, je ne sais pas, et alors qu'il a jamais eu d'animaux de sa vie. Ça, j'ai jamais vu. Hein. Je pense que tous ceux qui en sont venus là, déjà, que ce soit tout petit, alors peut-être, alors l'idéal encore, ce serait d'avoir eu un parent ou des parents qui étaient eux-mêmes éleveurs, hein, que ce soit des gros ou des petits animaux. Mais le plus souvent, c'est des gens comme moi, hein, mais comme beaucoup, 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 qui ont eu des animaux soit déjà avec leurs parents, hein, des animaux de compagnie, le chien, le chat, mais beaucoup plus facilement le hamster, le cochon d'Inde, la tortue et compagnie, hein, d'accord. Soit qui en ont eu ensuite dans leur vie, peut-être d'ados, voire même d'adultes, hein, à titre indépendant, c'est-à-dire sans avoir à quémander la vie de papa et maman, hein, voilà. Oui, je sens qu'il y a du vécu, hein. Ouais, j'en vois qui sourit déjà derrière l'écran. Donc, en général, on a eu un peu ce parcours-là. Alors après, on a commencé l'élevage plus ou moins tôt.
voire ou plus ou moins tard. Hein. Moi, je sais que j'ai commencé, j'étais encore en appartement. Alors évidemment, c'est pas l'idéal, mais à l'époque, c'était encore possible. D'accord? Voilà. Et c'est vrai que à l'époque, donc en 90, on n'achetait pas un chien ou un chat avec l'idée délibérée de faire de l'élevage. Très souvent, on allait acheter un animal de race, très souvent une femelle, faut dire ce qui est. On la laissait grandir en gardant un contact très proche avec l'éleveur qui nous l'avait vendu, qui prenait l'occasion d'ailleurs de suivre le chiot ou le chaton de près pour voir comment il évoluait. À un moment donné, suivant l'âge, eh bien, il nous poussait à faire une première exposition, éventuellement, mais ça peut être aussi, si c'est une race de travail, hein, en chien, ça peut être de commencer à faire des petits concours réservé aux pupilles, hein, par exemple, il y a peut-être ça, hein. Voilà, pour voir un petit peu comment le chien réagit. Mais en général, on allait faire une ou deux expos, et si ça nous plaisait, donc on continuait, et puis jusqu'à ce que la chienne ou la chatte, à la limite, arrive à l'âge adulte. Alors pour le chien, l'offre, en tout cas, on attendait l'âge de la confirmation. On le faisait confirmer si c'était possible, c'est-à-dire si l'animal avait toutes les caractéristiques en question. Et ensuite, on décidait éventuellement si on voulait faire une portée. Donc ça veut dire qu'il pouvait se passer 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, avant que cette idée nous vienne à l'esprit, voire pas forcément du premier coup, parce que imaginez que l'animal en question ne soit pas potentiellement apte à reproduire pour X raisons, que ce soit un problème de standard, que ce soit un problème autre. Donc peut-être il fallait attendre le deuxième ou troisième animal avant d'avoir l'idée de faire ça. On n'arrivait pas avec la science infuse et encore moins avec l'idée d'élever. Donc, et c'est pas pour ça qu'on était devenus des mauvais éleveurs. Bien au contraire. Hein, il faut bien comprendre que 90% des éleveurs français, je dirais, qui ont fait naître les ascendants des chiots, des chiens, oui, du chiot ou du chaton que vous avez, étaient des dérogataires, ou le sont peut-être encore. Oui, oui, 90%, quoi. Ça fait beaucoup. Ça veut dire que tous ces gens-là, si n'avaient pas existé, eh ben votre chiot, votre chaton n'aurait jamais existé, quoi. Ça, il faut quand même bien en prendre conscience. Et ce sont des gens, les 3 quarts du temps, qui dit dérogataires, dit des gens qui sont arrivés dans la race en question, tout doucement, qui ont pris le virus, comme on dit, hein, de la race en question, qui ont pris le temps de connaître la race, qui ont pris le temps de contacter les éleveurs, qui ont pris le temps de s'imbriquer, de s'immiscer, de se fondre dans le milieu de l'élevage de l'animal de race, hein, en général, et qui ont décidé à un moment donné de faire une portée, voire 2, voire 3 après, hein, pourquoi pas. Donc il y a 20 ans, même il y a 15 ans, c'est encore pas les réglementations comme on avait aujourd'hui. Comme on a aujourd'hui. Donc forcément, c'était pas du tout le même état d'esprit, c'était pas du tout la même façon d'élever, en bien ou en mal, hein, d'ailleurs. Hein, je vais pas mettre sur le dos des dérogataires tout le poids de comment dire du bienfait qui a été fait dans le chien ou dans le chat de race. Non, loin de moi cette idée. Ce que je veux dire, c'est que on avait beaucoup moins la mentalité marchand. Hein, il faut dire ce qui est. Ça veut dire que beaucoup d'éleveurs démarraient vraiment par passion, pas pour dire ah bah oui tiens je vais vivre de l'élevage ou je vais arrondir mes fins de mois avec des portées. Ça c'est venu beaucoup plus il y a 10-15 ans. Il y a plus forte raison avec la nouvelle loi d'élevage 2016. Voilà, ça c'est sûr, ça a été une refonte de l'état d'esprit du métier d'éleveur et pas forcément au bien. Voilà. Donc tout ça pour dire que on a vraiment tous commencé un jour et que on n'a pas à jeter la pierre à ceux qui font comme nous aujourd'hui, tel que on a démarré il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans. Voilà. Et surtout pas à leur demander des preuves de ce qu'on nous a pas demandé à nous à l'époque et de ce qu'on a peut-être toujours pas. Hein, voilà. Par contre, effectivement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la nouvelle loi d'élevage 2016 a apporté son lot de réglementations et en particulier celui d'avoir obtenu, avant de démarrer toute activité en lien avec les animaux de compagnie, ce fameux sésame dont vous avez certainement entendu parler, qui est l'ACACED. Alors, j'en parlerai dans un autre chapitre,
de ce que c'est exactement, des obligations, etc. Mais informez-vous pour savoir quand, comment et où passer la cassette avant que vous ayez l'idée d'entreprendre une première portée, voire une autre activité dépendante de l'animal de compagnie. Ça peut être le toilettage, l'éducation, le massage, le comportement, la pension, le taxi animalier, le soigneur, etc. Hein, d'accord? Voilà. Ensuite, il faut impérativement vous informer et vous documenter sur plusieurs choses que l'on va voir là, les unes derrière les autres, et qui sont importantes si vous voulez démarrer, en particulier l'élevage, parce que le sujet d'aujourd'hui est l'élevage, dans de bonnes conditions et pour, je dirais, éviter quelques écueils, quoi. Voilà. La première des choses, évidemment, c'est sur la ou les races que vous avez décidé d'élever. Donc pour cela, j'ai mis en place un petit guide gratuit qui s'appelle le guide gratuit de l'éleveur débutant, que vous trouverez en ligne donc par système de vidéos. Hein, c'est les petites vidéos que j'ai faites et que j'ai regroupées dans une playlist qui s'appelle justement le guide gratuit de l'éleveur débutant et que vous trouverez donc sur ma chaîne YouTube de mon nom, hein, Véronique Hubert. Je vous enjoins à le visualiser, alors pas tout d'une seule traite, hein, parce qu'il y en a quand même plus de 80, hein, des vidéos, voilà, sur des sujets divers et variés. Il y en aura un peu plus parce que, en fait, j'en suis au module 2 et donc je suis en train de le finir. Mais en tout état de cause, vous aurez plein d'informations et en particulier comment rechercher la ou les races que vous voulez faire, comment les choisir, comment faire un dernier choix si vous hésitez. Hein, comment les appréhender, etc. Donc bien connaître la ou les races que vous souhaitez élever. Bien comprendre aussi que si vous avez des animaux de race, et à plus forte raison de toute façon du point de vue de leur dénomination, si vous avez des animaux de race, on parle forcément de sélection physique, c'est-à-dire sur les caractéristiques physiques de la race que vous avez choisie, c'est-à-dire sa forme de tête, son poil, sa taille, ses couleurs, son type de poil, je ne sais pas. Voilà. Et sur la sélection génétique, c'est-à-dire la façon dont vous allez pouvoir générer des produits avec certaines caractéristiques et de pouvoir les garder au fur et à mesure des générations en faisant les accouplements judicieux. Et ça se fait comment? Eh bien, par d'abord le respect du standard. Chaque race a un standard bien défini qui est une image exacte de ce qu'elle doit être de façon idéale, aussi bien au niveau beauté, c'est-à-dire sur le plan physique, qu'au niveau caractère, puisque chaque race a son caractère, même si en général on demande d'avoir des chiens ou des chats bien équilibrés, hein. Mais aussi, si vous avez choisi une race de chien de travail, eh bien justement, avoir des caractéristiques de travail qui sont inscrites dans ce standard. Donc, si vous voulez faire de la sélection, il faut impérativement respecter ce standard, aussi bien sur le plan physique que sur le plan génétique. Vous allez aussi vous informer sur les maladies ou les tares que cette race contient, parce que malheureusement, toutes les races ne sont pas indemnes, exemptes de maladies qui peuvent apparaître, hein, qui sont souvent des maladies génétiques. Ça peut être aussi des maladies congénitales, ça peut être tout ce qu'on veut. Hein. Ça peut être juste des faiblesses aussi, hein, qu'il faut essayer de corriger au fur et à mesure des générations. Il y a aussi des tests justement qui sont effectués et qui sont présents dans beaucoup de races et qui vous permettent justement de faire une sélection correcte pour éradiquer ces maladies ou ces tares. Donc informez-vous par rapport à ça. Informez-vous, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, sur le caractère de cette race, non seulement par rapport à elle-même, hein, mais surtout par rapport à vous. Si vous choisissez une race et que le caractère ne vous convient pas, ou ne convient pas à votre environnement, ne convient pas au mode de vie que vous allez lui offrir, il est évident que vous allez avoir quelques soucis. D'accord ? Ensuite, vous allez vous informer sur le potentiel. Alors, quand je parle de potentiel, ça peut être aussi bien sur le potentiel de la race en question, c'est-à-dire du nombre de naissances par an, du potentiel de reproducteurs, hein, que vous pourrez trouver ou utiliser,
Comme ça peut être aussi le potentiel, alors je vais dire un gros mot, hein, le potentiel commercial, c'est-à-dire des produits et surtout de la façon dont vous allez pouvoir vendre vos produits. Bon, ça, c'est en général un état secondaire, mais il faut quand même y penser, et surtout si vous avez l'intention de faire de l'élevage une activité principale. Ensuite, et évidemment, eh bien, il va falloir réfléchir à votre projet. On ne décide pas de faire une portée juste comme ça pour voir. En formation, j'ai quelquefois des personnes qui me disent, quand je leur demande comment ils sont arrivés à faire une portée ou qu'est-ce qui les a décidés à en faire prochainement, hein, si c'est pas encore fait, eh bien ils me disent bah oui, j'aimerais voir comment ça se passe. Non, on travaille sur du vivant. On n'essaye pas. Hein, c'est pas on prend un Moulinex, on l'allume pour voir si ça fonctionne et puis on l'éteint si ça fonctionne pas. Non, d'accord. Donc, soyez bien conscient que votre projet, il faut le mûrir, il faut prendre le temps d'y réfléchir, il faut prendre le temps de mettre éventuellement sur papier les étapes que vous aurez à franchir pour y accéder, hein, que ce soit sur le plan environnemental, sur le plan financier, sur le plan du temps. Hein, aussi. Donc, soyez bien conscient que on n'élève pas une portée comme ça en claquant des doigts. Donc, réfléchissez à votre projet, que ce soit pour une portée ou que ce soit pour 15 000 dans les années qui viennent. D'accord? C'est absolument essentiel. Ensuite, formez-vous. Il est évident qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas arriver ou démarrer puis continuer un élevage sans avoir le minimum de formation. Vous avez beaucoup de formations pour devenir éleveur, c'est-à-dire sur le plan pratique. Comment faire une saillie, comment détecter des chaleurs, comment élever une portée, quels sont les signes cliniques, quelles sont les maladies courantes rencontrées chez les chiots, les chatons, à bas âge, etc. Vous avez énormément de formations pour ça. Vous avez encore aussi des formations qui vont vous aider sur le plan administratif à gérer le quotidien, sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan juridique. Je suis d'ailleurs ravi de vous apprendre que j'ai créé moi-même une formation pour cela, une formation très complète. Donc n'hésitez pas à m'en parler si c'est votre désir de vous mettre dans les clous, hein, sur le plan administratif et juridique et fiscal surtout, hein. Notamment suite à la réglementation de 2016, hein, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites, qui ont été dictées et qui doivent s'appliquer à 99% des éleveurs, hein, on va dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Donc le mot d'ordre, formez-vous. Tout ce que vous pourrez apprendre, que ce soit auprès d'un organisme, que ce soit auprès des autres éleveurs, que ce soit auprès de Pierre-Paul Jacques, peu importe. L'important, c'est d'avoir et d'acquérir et de garder des compétences qui pourront vous servir, soit tout de suite, hein, en démarrant, soit plus tard. Ensuite, il y a les autres éleveurs. Comme je disais tout à l'heure, 95 à 98% de l'élevage, c'est de l'expérience, c'est-à-dire éventuellement la vôtre, si vous avez commencé, mais surtout celle des autres éleveurs. Donc, n'hésitez pas déjà à rester en contact et à demander plein d'informations à condition qu'il soit à l'écoute, hein, c'est toujours pareil, à votre éleveur d'origine, c'est-à-dire à celui qui vous a vendu votre chiot ou votre chaton, mais aussi vous avez des groupes d'élevage sur Facebook, hein, c'est pas ça qui manque. N'hésitez pas à poser vos questions, à garder les contacts avec des éleveurs qui semblent assez sympas de répondre aux questions des débutants. Hein, et puis surtout, n'hésitez pas à blacklister les autres, hein, ceux qui font des réflexions cinglantes du style ah ben oui, comment ça se fait que vous arrivez là, vous savez pas? Bah ouais, cocotte, la personne est fait comme toi, hein, elle s'informe. Sauf qu'à l'époque, t'avais peut-être pas Facebook, t'avais peut-être pas Google, t'avais peut-être pas Internet, mais en tout cas, t'avais les autres, et forcément, à un moment donné, il a fallu que tu t'instruises. Donc à un moment donné, il a bien fallu que tu t'informes auprès des autres. Voilà. Aujourd'hui, on a les autres éleveurs qui ont eux-mêmes le sujet que j'aborderai tout à l'heure, donc les réseaux sociaux, qui facilitent, on va dire, les contacts, qui facilitent les échanges. Mais c'est vrai que le fait de parler directement aux éleveurs, alors soit par téléphone, hein, si vous les connaissez, soit lors d'événements,
que ce soit des événements des concours de beauté ou des concours de travail pour les chiens. Ça peut être aussi lors de réunions, lors de stages, lors de formations. Souvent, n'oubliez pas que les formations sont très spécifiques, donc ça veut dire que vous allez rencontrer d'autres éleveurs comme vous, soit débutants, soit plus chevronnés, donc n'hésitez pas à papoter. C'est toujours révélateur et c'est toujours instructif. Ensuite, les réseaux sociaux. On parle de Facebook, on parle de Twitter, on parle de LinkedIn même, pour les éleveurs moins, c'est moins connu, mais beaucoup pour les autres activités. On a évidemment d'autres réseaux sociaux un peu moins connus, comme Instagram, TikTok aussi, qui sont beaucoup basés sur les images. Donc n'hésitez pas à aller sur ces différents réseaux sociaux pour faire des connaissances dans le milieu de l'élevage et en particulier dans le milieu de la race que vous souhaitez élever ou que vous avez déjà, et donc de vous créer une espèce de communauté à vous tout seul, c'est-à-dire un petit groupe certainement déjà avec lequel vous allez échanger très fréquemment, mais peut-être travailler plus tard, c'est-à-dire peut-être échanger des reproducteurs, des chiots, des chatons par exemple, peut-être échanger des saillies, peut-être importer, voire même acheter en France, pourquoi pas, un animal qui demande un effort financier important, donc de pouvoir l'acheter à plusieurs, pourquoi pas. En tout état de cause, les réseaux sociaux sont importants. Et le dernier point que je voulais aborder et qui est un des points principaux et qui fait que il y a beaucoup de soucis chez les éleveurs débutants, l'élevage n'est pas le monde des bisounours, quoi. Il ne s'agit pas de prendre un mâle et une femelle et de se dire oh ben voilà, ça va faire des petits et puis qu'on va les vendre comme des petits pains et qu'on va pouvoir arrondir ses fins de mois comme ça toutes les 5 minutes. Non. Il y a énormément de choses qui peuvent arriver et qui font que l'élevage est très aléatoire. Alors, on va pas donner une image noire de l'élevage dans la mesure où quand même, il faut dire ce qui est, sinon il y aurait plus d'éleveurs, c'est que 90 à 95% du temps, ça se passe bien. Voilà, on va pas se leurrer. Par contre, il y a quand même des races qui sont quand même beaucoup plus difficiles que d'autres. Si vous prenez par exemple, des races à tête ronde, comme on appelle des brachycéphales, donc qui ont des mises bas difficiles, où les césariennes sont pratiquement à chaque coup, c'est sûr que c'est non seulement un coût financier à prévoir, mais surtout au niveau du stress, du temps. Il y a des races comme ça où vous devez être 24 heures sur 24 avec la mère pour protéger les petits, parce que vous êtes sûr que dans les 3 premières semaines, elle va pas en écrabouiller un ou deux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que si vous avez intérêt à être à plusieurs, parce que il faut que vous dormiez, quand même. Donc vous avez tout intérêt à vous relier peut-être avec des enfants, un conjoint, peut-être des amis, de la famille, un autre éleveur, pourquoi pas. Mais en tout état de cause, il y a des races comme ça qu'il faut surveiller comme l'eau sur le feu, vraiment. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Donc vous avez le souci de des races rares déjà. Donc vous pouvez pas forcément trouver les reproducteurs que vous souhaitez. Vous pouvez avoir des races difficiles, comme je viens de le dire, sur le plan mise bas, donc sur le plan pratique. Vous pouvez avoir des races qui ont des problèmes de santé plus élevés que d'autres et donc il faut quand même plus surveiller, donc ça veut dire qu'ils demandent un coût financier aussi plus important. Vous avez aussi le problème des races qui sont moins productives que d'autres. Vous pouvez pas demander à une femelle chihuahua de faire les 10 chiots que une femelle dog allemand va faire. Ça, c'est pas possible. Bon. Vous avez aussi le fait que vous n'êtes pas tout seul à vouloir élever, donc vous avez forcément de la concurrence. Vous avez aussi peut-être le souci malheureusement des choses qui peuvent arriver. Les décès, aussi bien le décès de la mère, ça c'est la hantise de tout éleveur, et de vous laisser avec ou sans chiot ou chaton vivant. Vous pouvez avoir le décès évidemment des chiots ou des chatons, donc ça veut dire autant à vendre en moins. Si c'est ça le but de votre élevage. Vous avez aussi tout ce qui est maladie qui peuvent entraîner donc le décès des chiots ou des chatons, alors soit à la naissance, soit un peu plus tard, voire même chez le chat, c'est quand même assez fréquent, qui peuvent arriver à 3 semaines, un mois, sans explication.
hein. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle les saillies vides, c'est-à-dire que la chienne ou la chatte ne soit pas prise, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas gestante. C'est pas parce que vous mettez un mâle ou une femelle ensemble que ça se passe bien. Vous pouvez même, en remontant encore en arrière, en mettant un mâle et une femelle ensemble, qu'il n'y a pas de possibilité, sauf à faire une assimilation. Donc tout ça, il faut le prévoir. Vous pouvez aussi avoir une gestation qui se termine avant terme et donc perdre toute la nichée, hein. Vous pouvez avoir aussi des chiots, des chatons qui évoluent mal, c'est-à-dire que soit ils ont peut-être un accident, soit une maladie quelconque que vous pourrez pas, qui fait que vous pourrez pas le vendre, soit une mauvaise évolution parce que vous souhaitiez le garder pour la reproduction plus tard et puis patatras, trop petit, trop grand, manque 3-4 dents, 3 cm de queue en moins, le poil qu'il faut pas, la couleur indésirable, etc. Ça c'est pour tout ce qui est lof et louf, hein, on va dire ça comme ça. Mais en fait, voilà, le monde de l'élevage n'est pas rose, et surtout sur le plan pratique, qui peuvent amener un coût financier beaucoup plus important que ce que vous pensiez, d'accord? Sans oublier que le juridique vient mettre son nez là-dedans, vous pouvez très bien vendre des chiots et des chatons, et que un an et demi plus tard, on vient de vous revoir, donc un des adoptants qui vient de vous revoir en vous disant, écoutez, moi mon chiot, mon chaton, il a ci, il a ça, peut-être une maladie invalidante, cocasse, et qui ferait que vous serez obligé de rembourser. Alors pas forcément rembourser que le prix du chiot ou du chaton, mais peut-être aussi des frais vétérinaires exorbitants, quoi. Donc pensez-y, hein. L'élevage, c'est pas juste faire naître des chiots ou des chatons et les mettre sur le bon coin pour les vendre. Ça, c'est pas possible. Sans compter tout ce qui est administratif, donc on va dire tous les documents qu'il faut prévoir, etc. L'immatriculation avec un SIRET éventuel suivant les seuils que vous avez atteints par rapport à vos portées. Ensuite, vous avez tout ce qui est installation sanitaire, qui est la réglementation et qui entraîne un coût financier obligatoire et qui peut être très important, d'accord? Donc voilà, hein, prenez bien conscience de tout ça. Alors évidemment, personne ne vous dira que c'est que ça, hein, il n'y a pas que ces problèmes-là. Le monde de l'élevage est quand même un monde merveilleux, qui est très passionnel, qui va vous faire monter en adrénaline fréquemment, hein, en joie ou en peine d'ailleurs, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est un monde extraordinaire et qui vous fera découvrir plein de choses et surtout comprendre pas mal de choses. Et tout ce que je vous souhaite, évidemment, c'est de démarrer dans de bonnes conditions, avec l'entourage qu'il faut bien, avec les informations et la formation qu'il faut bien. Et surtout, ne vous dites pas, je ne peux rien faire parce que je ne sais rien. Parce que finalement, vous ferez comme tout le monde. Vous apprendrez comme nous tous, comme ceux qui ont fait avant vous, comme ceux qui feront après vous. Mais surtout, vous saurez vous remettre en question à chaque moment. Il ne faudra jamais oublier que Dame Nature sera toujours la dernière décisionnaire dans ce que vous faites. Même si vous prenez toutes les bonnes décisions qu'il faut bien, même si vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage pour choisir les meilleurs géniteurs, pour faire la meilleure alliance possible, même si vous avez les meilleurs chiots chatons de la terre qui évoluent extra bien, de toute façon, c'est Dame Nature qui décidera. Donc, ne vous dites pas que parce que vous avez eu 1, 2, 3 portées qui se sont bien passées, que ce sera toujours comme ça. Non. Apprenez à vous remettre en question, non seulement par rapport à votre savoir, déjà, hein, donc en apprenant les choses et donc en acceptant d'apprendre des choses, mais surtout à pouvoir rediriger le process de votre élevage éventuellement suivant les événements. Il n'y a rien d'immuable dans la vie et encore moins dans la vie d'éleveur. Donc même s'il peut arriver des événements, comme j'en ai parlé tout à l'heure, par le décès, soit de chiots, de chatons que vous vouliez garder, soit le décès de reproducteurs, soit la mise hors circuit de jeunes ou de moins jeunes que vous vouliez intégrer dans votre programme d'élevage et que ça ne peut pas se faire pour X raisons, ce sont ces événements-là qui doivent vous permettre de vous poser et de vous poser les questions, de vous dire, bon maintenant, je fais quoi? Et dans ce sens, l'entourage que vous aurez pu construire pendant les années, enfin les mois, les années précédentes, vous seront extrêmement utiles pour vous sortir de là,
pour apporter des solutions dont vous avez besoin. Donc surtout, ne pas considérer que l'élevage est quelque chose de linéaire. C'est beaucoup de dents de scie, c'est beaucoup de haut, c'est pas mal de bas aussi, mais c'est ce qui fait aussi son charme. Hein. Sinon, si on produisait aussi tout un tas de choses de chatons parfaits, à la limite, ce serait même plus rigolo, hein, finalement. Donc, on s'ennuierait, hein, comme dit l'autre. Donc, gardez à l'esprit que rien n'est fait d'avance, que tout peut changer, que finalement vous pouvez faire toutes les prévisions de la Terre. Ce sera pas forcément comme vous voudrez, mais ça veut pas dire qu'il faudra tout jeter. Hein. Moi, je sais que quand j'ai démarré jusqu'à il y a encore 3-4 ans, donc il y a pendant presque 30 ans hein, quand même, je passais mon temps à faire des plans d'élevage hein, sur 10 ans quand même. Et donc en fait, je l'ai changé tous les 2 mois. Hein, pratiquement, parce qu'à chaque fois, je retrouvais peut-être un mâle qui me plaisait plus que celui que j'avais prévu, donc ça me faisait tout changer. Pour peu en plus qu'il soit vieux à ce moment-là, enfin assez vieux, donc à partir de 7-8 ans, je me disais bon vite, faut que je l'utilise, parce que sinon après je pourrais plus. Hein. Donc plein de choses comme ça, donc qui me faisaient remettre en cause tous les plans d'élevage que je faisais, et toujours pour améliorer, évidemment. Hein, voilà. Donc gardez bien ça à l'esprit et surtout démarrez votre élevage en prenant conscience que ce n'est pas figé, que vous pourrez toujours remettre la main à quelque chose, mais que surtout ce ne sont pas que des hauts, quoi. D'accord ? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que toutes ces petites informations vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.